Ces immigrés ont été mis dans les villes de la périphérie, notamment dans le sud. Il y a comme une décision institutionnelle d'avoir mis ces gens à la périphérie. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Et nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite Michal Boganim, qui est réalisatrice et qui sort cette semaine Mizrahim, Les oubliés de la terre promise, un road movie intime, passionnant, émouvant, qui vient casser énormément de stéréotypes sur ce qu'on peut avoir sur ces juifs orientaux. On est ravis de l'accueillir pour parler de ce film qui sort en France le 8 juin. Donc Michal, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. On est ravis parce que c'est vrai que c'est un film qui forcément nous touche, nous qui parlons beaucoup des nouveaux immigrants en Israël. Alors bien sûr, ce ne sont pas forcément des gens qui viennent du Maroc ou des pays orientaux, comme le sujet de votre film, mais c'est forcément un film qui nous touche parce qu'il parle d'identité, d'exil. Pourquoi vous avez décidé d'écrire ce film alors que votre père, qui s'est beaucoup battu pour les droits de ces juifs orientaux, était décédé? Est-ce que c'est un film que vous portiez depuis longtemps? C'est un film que j'ai porté depuis longtemps. C'est un film que j'avais envie de faire, mais que j'ai pas vraiment eu l'occasion de faire. C'est un film personnel parce que ça parle de l'histoire de mon père qui était dans les Black Panthers. Et j'ai mis beaucoup de temps à le faire. Et j'ai surtout voulu aussi raconter 3 générations de Mizrahim en Israël. Pourquoi vous avez voulu, Michal, réaliser ce film alors que votre père était déjà décédé? Est-ce que c'est un dialogue qui a été interrompu dans votre vie que vous avez voulu poursuivre? C'était un dialogue que j'avais avec mon père, en effet, et le sujet des Black Panthers est un sujet très, très important dans la vie de mon père. Et bizarrement, c'est un peu à la fin de sa vie que j'ai eu envie d'aborder le sujet et que je me suis plus ou moins intéressée à ce sujet à la fin de sa vie, on va dire. Alors, un sujet peut-être que tout le monde ne connaît pas, les Black Panthers, c'est un mouvement de révolte pour plus de justice en Israël pour ces immigrés qui venaient de pays orientaux et qui étaient un peu des citoyens de seconde zone en Israël. Tout à fait. On les appelle ici, d'ailleurs, en Israël, le second Israël, parce que c'est des citoyens de seconde zone, comme vous dites. Alors, ce que vous décrivez très bien, c'est justement que c'était quelque chose d'institutionnalisé. C'est quelque chose qui était décidé, on le comprend en voyant votre film, au plus haut niveau de l'État. Tout à fait. Ça a été décidé à la création de l'État et ça a été décidé de façon géographique, on va dire, puisque ces immigrés ont été mis dans les villes de la périphérie, notamment dans le sud. Et donc, oui, il y a comme une décision institutionnelle d'avoir mis ces gens à la périphérie. On comprend vraiment ce que vous êtes en train de nous dire quand vous expliquez qu'il y avait dans certaines villes, justement de la périphérie, pas de lycée ou pas d'établissement secondaire, que voilà, tout le monde devait travailler, avoir un métier. Il n'y avait pas de perspective d'avenir. Étudier pour un juif oriental à l'université, c'était quelque chose de compliqué. Tout à fait, parce qu'il n'y avait pas de lycée, c'était surtout des lycées professionnels qu'il y avait pour les Mizrahim, mais donc ils étaient vraiment destinés à une main-d'œuvre, en fait, pour la société israélienne. Ils n'étaient pas destinés à accéder à des études supérieures. Vous aviez compris, parce que vous aussi, vous avez forcément souffert de cette histoire, puisque votre père a dû à un moment, à force de luttes qui n'ont pas abouti, a quitté Israël et reparti en France. Vous êtes donc reparti avec lui. Vous avez vous aussi souffert de ce double exil? Tout à fait. C'était une forme de répétition, puisque on s'est retrouvé un peu dans la périphérie. Et donc, quelque part, il y a une espèce d'écho avec la périphérie qui existe en France. C'est-à-dire qu'habiter à la périphérie, c'est jamais habiter au centre. Vous habitiez où en Israël? On habitait à Haïfa, mais mon père s'était arrangé parce il s'était battu pour être dans une ville, disons, au centre. Mais donc moi, j'ai pas tellement souffert de la périphérie en Israël, mais mon père a sillonné la périphérie et a beaucoup travaillé dans la périphérie en tant
enseignant pour pouvoir élever ces enfants qui étaient dans la périphérie pour qu'ils accèdent à des études supérieures. C'était un peu voilà, ça a été un peu son rôle, quoi. Alors, lui aussi était un ancien élève du Ternion, donc il était diplômé, il a beaucoup fait pour l'éducation de ces jeunes générations. Vous racontez très bien dans le film que les jeunes dont il s'est occupé ont réussi, les examens auraient pu rentrer au Ternion, mais ils ne sont pas rentrés. Oui, parce qu'il y avait une discrimination qui n'était pas seulement sur les examens, mais sur des psychotiques qui portaient finalement sur un niveau socio-culturel qu'ils n'avaient pas. Donc, ils étaient éliminés quasiment d'office, étant donné que, par exemple, même s'ils réussissaient leurs examens en maths physique, ils n'avaient pas forcément un savoir en anglais ou voilà. Donc, il y avait comme ça une forme de discrimination face à des enfants qui, même s'ils réussissaient leur examen terminal, ne pouvaient pas rentrer, en fait. Pourquoi il a décidé de partir à un moment, de quitter pour vous retrouver, en fait, comme vous l'avez dit précédemment, à Arcueil, dans une banlieue française? Parce qu'il en avait marre de la société israélienne et parce que aussi il y avait la guerre et je pense que la guerre a fait voilà, c'était une aussi des raisons pour laquelle il a quitté Israël. Est-ce qu'il a eu des regrets? Ben, ils sont partis, ils sont venus après, donc forcément ils en ont eu quelque part. Vous racontez très bien, enfin, il y a beaucoup de choses dans ce film. On voit toutes les villes de la périphérie, on voit les jeunes générations qui s'expriment. Mais quand on vous entend comme ça parler, c'est différent de ce qu'on ressent dans le film, parce qu'on ne ressent pas, on ressent derrière la critique quelque chose de très profond, un attachement très profond que vous avez avec le pays. Est-ce que le fait d'avoir rencontré ces jeunes générations, ça vous a un petit peu réconcilié avec cette histoire ou pas? Évidemment, j'ai un attachement très profond, donc c'est une critique de la société israélienne, mais en même temps, c'est vrai que j'ai un attachement profond à ce pays, donc que j'ai sillonné et que j'ai exploré et j'ai rencontré ces nouvelles personnes à qui j'ai donné des voix et avec qui je me suis sentie, comment dire, en accord et en communion presque, parce que j'avais l'impression que tout d'un coup, ça aurait pu être moi si j'étais restée en Israël quelque part. Et, et, euh, et tout d'un coup, leur combat, Mizrahim, est devenu un peu le mien. Et les réticences autour du film sont devenues un peu les miennes aussi. Ça veut dire quoi, les réticences autour du film? Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui m'ont dit c'est une histoire ancienne, c'est fini, la nouvelle génération est intégrée, etc. Or, la réalité, elle est complètement différente, quoi. Vous interviewez au début du film Michal Biton, qui a été maire de Yerouham, donc une ville forcément de la périphérie, dans le sud d'Israël, qui dit que lorsque les immigrants sont mal intégrés, comme ça a été le cas pour ces juifs orientaux, ben, le pays met 100 ans à s'en remettre. En tout cas, ces générations mettront 100 ans pour retrouver un certain niveau. Vous êtes d'accord avec ça? Bah oui, tout à fait, parce que en fait, c'est très très difficile de sortir d'une périphérie et d'accéder à une éducation quand on est né dans un endroit où il n'y a pas d'éducation. Forcément, ça vous permet pas d'accéder à d'autres à des postes supérieurs, à une éducation supérieure, etc. Puisque c'est des conditions d'éducation déplorables. Mais aujourd'hui, la culture mizrahite est partout dans le pays. Aujourd'hui, il n'y a pas une fête, que ce soit ashkénaze, séfarade, on n'entend pas de la musique voilà, séfarade ou mizrahite, comme on dit. Ça vous fait plaisir? Ça vous donne un peu d'espoir? Oui et non, parce que en fait, c'est toujours l'exemple qu'on me cite, c'est la musique. Exact. Et c'est la musique, et c'est pas une musique en Israël qui est considérée comme une musique de qualité, on va dire. C'est plutôt de la variété mizrahi. Et c'est comme c'est comme aussi la nourriture. Oui, la nourriture, les plats orientaux sont passés aujourd'hui. Euh, Parce que c'est certainement les meilleurs que la cuisine ashkénaze, excusez-moi, mais ce que je veux dire, c'est que on peut pas s'arrêter là. C'est pas parce que on entend de la musique orientale dans les fêtes qu'on peut dire qu'il y a aujourd'hui
un accès à ces Mizrahim, à des postes, par exemple, d'enseignement, par exemple, juste l'université ou l'armée, etc. Tous les postes de fonction, de hauts fonctionnaires sont aux mains des Ashkénazes. Toutes les hautes fonctions culturelles sont aux mains des Ashkénazes. Donc, c'est pas parce qu'à la radio on entend de la musique mizrahi qu'on en entend plus qu'avant, mais elle est considérée comme une musique pop un peu, mais pas forcément pas forcément de classe. Je veux dire, par exemple, si vous parlez de la musique classique, il y a très peu de Mizrahi qui font de la musique classique. Enfin, vous voyez, le théâtre, c'est uniquement Ashkénaze, le cinéma, il y a quand même beaucoup d'Ashkénaze, il y a très peu de Mizrahi. Enfin, tout ce qui est culturel, un peu haut de gamme, on va dire, c'est tenu au monnaie d'Ashkénaze. Il y a d'écrivains Mizrahi? Il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est une poignée, peut-être un ou deux exemples. Combien de professeurs à l'université sont mizrahis? C'est ça dont je parle aussi. C'est pas la musique qu'on entend à la radio, dans les fêtes, etc. Justement, c'est un peu la seule chose qui est représentée presque. Ce film, pour vous, c'est plutôt un hommage à votre père, à votre histoire. Est-ce que vous avez un peu l'impression de réparer? Oui, c'est un hommage à mon père c'est une découverte aussi de cette histoire. Et c'est une découverte d'une histoire qui, pour moi, est encore actuelle et qui n'est pas du tout, comme on pourrait le croire, faisant partie du passé. Qui n'est pas terminé. Non, parce que quand j'étais dans la périphérie, et quand j'étais dans ces villes de développement, j'étais choquée de voir qu'il y a presque un tiers-monde, en fait, en Israël qu'on ne connaît pas. On est très loin de la Startup Nation, c'est-à-dire que ce sont les oubliés de la Startup Nation pour vous? Ah oui, complètement. Complètement. C'est vrai, il y a Tel Aviv qui vit à 200 à l'heure avec ses restaurants, ses boîtes de nuit, ses buildings hyper chers, etc. Et puis, quand vous allez à Yerouham, vous avez l'impression d'être dans des favelas au Brésil, quoi. Yerouham, Sderot, c'est assez frappant comme l'architecture, malgré tout, malgré la différence de géographie, mais comme l'architecture se ressemble, comme le vide, c'est des villes dortoirs en fait. Ça fait des villes dortoirs culturellement où il ne se passe rien, où il n'y a pas un bar, il n'y a pas un café, il n'y a pas de vie, quoi. C'est vraiment aux antipodes de ce qu'on peut penser d'Israël. Vous aimeriez que ça change au niveau politique, parce qu'on sait qu'en Israël, tout est politique. Vous aimeriez que ça ait un écho? Oui, bien sûr, j'espère, mais je ne sais pas encore une fois, je ne sais pas s'il sera diffusé en Israël. Ce sont des sujets qu'on ne traite pas beaucoup déjà dans le pays. Est-ce que c'est une espèce de victoire pour vous ou une tristesse de devoir d'abord le sortir à l'étranger avant de pouvoir... Qui a voyagé dans beaucoup de pays, notamment à Venise, New York, etc. Bien sûr, vous avez été primé aussi, bien sûr. Qui a du mal à sortir pour l'instant en Israël, et qui a du mal même à être vu dans les festivals en Israël. Donc, c'est comme si les Israéliens ne voulaient pas vraiment regarder cet aspect du pays-là. Et encore une fois, les directeurs de festivals, etc., ce sont vraiment des gens qui sont des Ashkénazes, quoi. Donc, ils sont pas sensibles à ce genre de sujet. Ils sont peut-être mal à l'aise parce que vous évoquez aussi beaucoup de sujets qui ont eu l'effet de bombe en Israël. Je pense notamment à l'adoption, entre guillemets, des enfants yéménites enlevés à leurs parents. Vous donnez la parole à des mamans dont les bébés ont été enlevés, les enfants ont été enlevés. Enfin, vous abordez vraiment tous les sujets qui ont touché, qui ont heurté les Juifs orientaux en Israël, et j'imagine que ça c'est aussi difficile à faire passer encore aujourd'hui. Oui, parce que c'est des sujets qui sont tabous, et notamment le kidnapping des enfants yéménites, c'est quelque chose de totalement tabou. Donc il n'y a pas vraiment de débat sur cette question, il y a un déni sur cette question, voilà, il y a quand même un grand déni sur la question des kidnappings des enfants yéménites, dont on parle très peu et qui est nié et dont on dit que ce sont des mythes.
Alors un film qui va sortir en France le 8 juin, qui a été réalisé avec beaucoup de force et de douceur, parce que vous abordez des sujets critiques de la société israélienne avec votre point de vue, par votre prisme, et c'est vraiment très agréable à regarder, et on sort de cette de la projection un peu bouleversée, je dois vous le dire, franchement. Bravo pour le travail. Merci beaucoup. Non, vraiment. Et puis, j'espère que nous aurons le plaisir de le voir en Israël. Voilà, un autre Israël qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de voir dépeint au cinéma. Michal Boganim, merci et à très bientôt. Merci à vous et merci d'avoir invité. De rien. Et puis, j'espère que les gens seront sensibles au sujet pour aller le voir parce que c'est un film important, je pense. Ouais, c'est un film. Un autre aspect d'Israël. Exactement, je suis sûre qu'ils seront nombreux. À bientôt, Michal. Au revoir. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.